Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui inaugure cette troisième semaine de confinement. L'ennui commence à se faire sentir. Et donc je vous présente en gros une vidéo qui va résumer toute cette partie sur les transformations nucléaires, ce que vous avez à savoir. Alors, tout d'abord, on commence avec une définition. En radioactivité, on utilise ce qu'on appelle des isotopes. Alors, les isotopes, c'est quoi, hein? Ce sont des atomes naturellement présents dans la nature, forcément, puisque c'est naturel. On dit que des atomes sont isotopes si leur noyau possède le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Ça va expliquer aussi pourquoi on vous fait suer, là, quand on écrit les atomes. En bas, vous écrivez le nombre de protons, et en haut, vous écrivez le nombre de nucléons. Eh bien voilà la réponse pourquoi on se fait suer à apparemment préciser combien il y a de nucléons en tout dans le noyau. Eh bien parce qu'en fait, pour un atome donné, hydrogène, carbone, azote, ce que vous voulez, il existe plusieurs versions de cet atome. Et ils auront tous comme point commun, vous prenez par exemple tous les atomes dits de carbone, ils auront tous pour point commun d'avoir le même nombre de protons, c'est-à-dire 6. Par contre, ils vont différer au niveau de leur nombre de neutrons. Vous allez avoir certains carbones qui n'en auront que 6. On appellera ça le carbone 12, puisqu'ils auront 12 particules dans leur noyau, 6 protons et 6 neutrons. Mais vous avez aussi des atomes qui ont 6 protons et 8 neutrons. Donc en tout, ça fera 14 nucléons, donc on appellera ça le carbone 14. Donc je vous donne ici l'exemple de 3 atomes d'hydrogène, on dit donc 3 isotopes de l'hydrogène. L'hydrogène classique, l'hydrogène 1 que vous voyez en premier, qui n'est constitué que d'un proton, pas de neutrons dans son noyau. L'hydrogène 2 qui est donc constitué d'un proton et d'un neutron, qu'on appelle le deutérium parce qu'on est hyper original. Et l'hydrogène 3 parce qu'on est encore plus original, on l'appelle le tritium, qui lui a un proton et deux neutrons. Ce sont donc tous des isotopes, ce sont tous des atomes d'hydrogène, mais ils diffèrent par leur nombre de neutrons. Alors, comment reconnaître un isotope? Bien, c'est simple, quand on vous donne des notations symboliques d'atomes, si ce sont les mêmes lettres, mais que par contre, le nombre du dessus est différent, vous voyez ici Cu, donc dans les deux cas, c'est un atome de cuivre, donc forcément, ils ont le même nombre de protons, donc c'est le même nombre en bas. Par contre, on voit que le nombre en haut est différent. 63 nucléons à gauche, 65 nucléons à droite. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'à gauche, il a 34 neutrons, alors qu'à droite, il en a 36. Donc, leur nombre de neutrons est différent, donc ce sont des isotopes. Alors, à quoi ça sert ces isotopes? On s'est rendu compte que dans la nature, il y a des isotopes plus stables que les autres. Il y a des atomes qui sont très stables, qui vont rester indéfiniment sur Terre, et d'autres qui ne sont pas très stables, qui ne durent pas longtemps, qui vont finir par se transformer en autre chose. Et en se transformant en autre chose, ils vont libérer de l'énergie sous forme d'un rayonnement. Cette activité sous forme de rayonnement, on a fini par appeler ça la radioactivité. C'est donc un système, c'est donc un processus parfaitement naturel qui existe dans la nature, en vous allez le voir juste après, et qui donc permet à des atomes qui ne sont pas suffisamment stables, qui contiennent trop d'énergie, de se stabiliser. Cette radioactivité, donc, comme je vous disais, on la trouve partout. Donc l'unité de la radioactivité, c'est le becquerel qui correspond à une désintégration d'atomes par seconde. Un becquerel, cela signifie, quand on dit qu'un objet a une activité d'un becquerel, ça veut dire que chaque seconde, vous avez un atome, un isotope, qui va se désintégrer, se transformer en autre chose et donc émettre de l'énergie. Le lait, par exemple, a une activité de 80 becquerels par litre. Donc ça veut dire que quand vous avez une bouteille d'1 litre de lait, chaque seconde, 80 atomes se désintègrent en autre chose. Vous avez les fruits, entre 40 et 90 becquerels, les cendres de charbon, 2000, plutôt radioactif. L'eau de pluie, 1 becquerel par litre, donc pas grand-chose. Et donc forcément, tout ça, ça nous entoure. Le lait, les fruits, vous les mangez. Donc forcément, à un moment, il était évident que l'homme était lui-même radioactif, puisque l'activité de l'homme est de 10 000 becquerels. C'est-à-dire que chaque seconde, en vous, 10 000 atomes se désintègrent et émettent de l'énergie. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs types de radioactivité, c'est-à-dire que ces atomes-là, quand ils se transforment en autre chose, pour être plus stable, ils émettent des particules en plus d'émettre de l'énergie, et en fait, on s'est rendu compte qu'il existait 3 types de radioactivité, 3 types de particules qui pouvaient être émises pendant cette radioactivité. Tout d'abord, il y a la radioactivité alpha, que vous voyez ici, lorsque, par exemple, le plutonium, spontanément, va se transformer en uranium, il va émettre un noyau d'hélium. Vous avez la radioactivité bêta-, vous avez ici l'exemple du cobalt 60 qui se transforme en nickel 60, qui va émettre, ça vous en fichez, les neutrinos, antineutrinos, ça c'est pour le coup, c'est hors programme total.
Pour l'anecdote, hein, c'était mon sujet d'étude en master pendant mon stage, donc vraiment non, c'est hyper pointu. Et par contre, la radioactivité bêta-, ce qu'elle émet, c'est un électron. Et vous avez la radioactivité bêta+, qui elle, vous avez l'exemple ici du sodium qui se transforme en néon et qui émet l'anti-électron qu'on appelle le positron. Alors ces histoires d'antimatière, on vous l'évoque juste hein, dans votre chapitre, vous n'avez pas à le connaître, hein, mais voilà. En gros, il existe 3 types de radioactivité. Alors, ça c'était pour la radioactivité naturelle, mais il existe une radioactivité provoquée, c'est-à-dire qu'on peut forcer un peu le destin, hein, c'est-à-dire qu'un atome, mine de rien, quand il se désintègre, il émet beaucoup d'énergie. Donc nous, on a cherché à voir comment exploiter cette énergie, hein, et donc on a mis au point 2 techniques de radioactivité provoquée. La première, c'est la fission, c'est celle que l'on exploite dans nos centrales nucléaires, hein. C'est simple, on prend une particule, un neutron, et on la met en mouvement et on la fait percuter à pleine blinde un atome, là ici le plutonium, qui va du coup se briser en deux, hein, en 2 atomes, le molybdène et le tellure par exemple, hein, et émettre 3 neutrons. Ces 3 neutrons vont pouvoir servir à leur tour pour briser chacun un atome, hein, donc là techniquement 3 atomes de plutonium vont pouvoir être désintégrer derrière. Et en fait, cette fission va libérer énormément d'énergie. Donc ça, c'est le principe de la centrale nucléaire. Petite juste précision, hein. Vous voyez qu'un neutron a donné naissance à 3 neutrons, chaque neutron pouvant exploser un atome qui lui-même, du coup, émettra 3 neutrons. On voit que très vite, cette réaction peut s'emballer. On appelle ça une réaction en chaîne. C'est le principe de la bombe nucléaire. Donc, alors que je vous ai dit juste avant que c'était la centrale nucléaire, hein. Alors la différence, c'est que dans la centrale nucléaire, on va faire en sorte que sur ces 3 neutrons, il y en a 2 qui soient absorbés et qu'il n'y en ait qu'un seul qui serve derrière à nouveau provoquer une fission. Donc voilà, une centrale nucléaire, hein, c'est juste le contrôle de cette réaction en chaîne pour qu'un neutron casse un atome et qu'il ne donne naissance qu'à un seul neutron. L'autre réaction, c'est la fusion. Cette fusion, elle intervient quand 2 atomes, plutôt petits, hein, on vous donne ici l'exemple de 2 isotopes de l'hydrogène, hein, le deutérium et le tritium, qui vont en fait entrer en collision très violemment et donner un atome plus gros, donc ici l'hélium. Et pareil, un neutron va être émis pendant cette réaction. Donc voilà la différence entre fission, où un atome devient 2 atomes plus petits, et la fusion, où 2 atomes très petits deviennent un atome plus grand. Alors, précision sur cette histoire de fusion, hein, ne pas confondre la fusion qu'on voit quand on parle de la transformation physique, c'est-à-dire quand un solide, vous prenez un glaçon, il va se mettre à fondre, on parle de fusion, et la fusion nucléaire qu'on vient de voir, pendant laquelle 2 noyaux vont se percuter pour n'en former plus qu'un. Je vais essayer le plus souvent possible de vous parler de fusion tout court, quand un solide va fondre, et de fusion nucléaire quand 2 atomes vont se percuter pour n'en former plus qu'un. Ok? Alors, dernière chose, ces transformations, on peut aussi les représenter sous forme d'équations de réaction. C'est hors programme, donc je vais très vite. Enfin, c'est hors programme. Vous devez reconnaître une équation d'une transformation nucléaire, hein, mais vous n'aurez pas à savoir les écrire. C'est pas encore au programme. Les SP vont devoir le faire, mais voilà. Moi, j'ai terminé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, hein. Révisez bien tout ça parce que vous aurez probablement bientôt, enfin, on vous ferait forcément une éval là-dessus, hein. Moi, je vous dis à la prochaine séance.